Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Kigo. Kigo, c'est un artiste qui a décidé de se lancer dans sa propre marque audio avec ici des trous wireless, mais vous allez bientôt avoir un casque qui sera aussi en test. Ici, c'est fait avec le Café du Geek, donc je les en remercie, je ne connaissais pas du tout la marque. Et ce qui fait que on est parti donc sur une petite paire d'intra qui, clairement, alors c'est un artiste qui est dans l'électro, donc typiquement vous allez avoir un son qui va être dans le style, en tout cas entre le casque et cela, on a quelque chose de très similaire. Est-ce que ça vaut le coup? Face à quoi il se met? On voit ça tout de suite dans ce test. En termes de design, on a quelque chose qui est plutôt sympathique. On a déjà une boîte ronde très sobre avec juste la mention Kigo qui est présente avec le X, tout simplement le logo en tout cas qu'on le retrouve sur un de ses albums. Et on a de l'USB-C pour du chargement, donc ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui ça commence à être très pendu, mais c'est toujours bien souligné. Dedans, on a une petite gestion de LED lumineuse, donc qui va s'allumer dès que vous allez ouvrir la boîte, avec les 4 LED qui font s'allumer, donc ça permet aussi d'avoir un petit check pour voir si toutes les LED sont fonctionnelles, et vous dire l'état de la batterie en 4 LED. Vous avez aussi la mention, donc droite et gauche directement mentionnée sur la boîte, avec donc les deux écouteurs, et donc en plus de ça, vous avez sur les écouteurs, pour aller directement, une petite extension ici, donc typiquement ce que l'on retrouve pour les écouteurs un petit peu sportifs, donc pour ceux qui veulent justement courir avec, c'est plutôt dédié pour, en plus de ça, et bien vous avez cette petite partie-là qui permettra d'améliorer le maintien. Vous avez quelque chose qui est quand même assez compact, assez petit en termes d'écouteurs, donc c'est quelque chose qui est à noter aussi. Vous avez une petite LED ici de chargement pour dire que c'est allumé donc directement, donc ça c'est aussi une chose sympathique. Le design est plutôt sobre, là où j'ai la version blanche en tout cas, je trouve ça sobre et efficace. Pareil, on a juste un petit X, le X de Kigo, qui est présent, et ce que j'aime bien pour le coup, ça fait pas trop cheap, ça passe plutôt bien, ça fait sobre, le côté tout rond fait assez sobre, et la petite extension, donc en plus de ça vous avez des divers choix pour les changer, mais vous en avez déjà de base. La petite extension est plutôt sympathique, en tout cas je trouve que c'est plutôt réussi en termes de design. On est sur quelque chose qui je trouve est à la fois sobre et a quand même sa petite identité, puisqu'il reste différent des autres, puisqu'on a un côté aplati en surface, un côté très arrondi dans l'ensemble. Au niveau du maintien, on est sur quelque chose justement, alors déjà, dû au fait qu'on ait cette petite extension, ça va mieux tenir dans le creux de l'oreille, ça tient bien dans l'oreille. Après, la petite chose qui est un peu moins bien, surtout par contre à 140 €, c'est les commandes qui ne sont pas tactiles, et ça, c'est problématique. Puisque justement en fait quand on va appuyer, et c'est dommage qu'il n'ait pas utilisé comme certains soit des touches tactiles, soit une touche qui est déportée sur le côté pour ne pas enfoncer tout simplement l'écouteur dans l'oreille. C'est un des problèmes. Alors ce qui est bien, c'est que contrairement aux créatifs, on va avoir quelque chose qui va pousser plus derrière l'oreille. Les créatifs poussaient clairement l'écouteur dans l'oreille et ça appuyait dessus. Là c'est un petit peu plus derrière, mais ça enfonce quand même, donc c'est quand même désagréable, et c'est dommage, surtout que pour faire un play ou pause, ça va être d'appuyer 2 fois sur la touche. Mais ce qui fait que c'est pas terrible de ce point de vue-là, et c'est un peu dommage, surtout à ce prix-là. Et actuellement, tous les concurrents sont aujourd'hui sur du tactile, ou en tout cas, un petit bouton qui est déporté pour qu'on puisse pincer l'écouteur, plus que d'appuyer vers l'intérieur de l'oreille. Dommage. Au niveau des fonctions, on se retrouve sur du Bluetooth 5, rien de plus classique. Par contre, à noter, pas d'aptX. À 140 €, c'est assez rare, puisqu'en général, ils ont tendance à utiliser du Qualcomm. Est-ce que c'est grave en soi? Non, pas vraiment. On a du USB-C et du AAC, et dans les deux cas, ce sont des codecs qui fonctionnent très bien. Si le USB-C est bien intégré, il n'y aura pas de souci, le débit sera parfaitement correct, et le AAC reste aujourd'hui l'un des meilleurs codecs en termes de qualité, puisque ça reste un très très bon codec en soi pour du Bluetooth, qualité, stabilité et efficacité énergétique, dans le sens où il va moins consommer, il y a moins de traitement audio à faire ici, donc ça le rendra un petit peu plus autonome. C'est une bonne chose, et clairement là c'est vraiment bien, c'est pas... les préjugés que vous pouvez entendre sont souvent faux, l'AAC reste l'un des meilleurs codecs à ce jour, et j'aime pas Apple. Pour continuer, on est aussi, comme je vous disais juste avant, sur des touches qui ne sont pas tactiles. Ce sont des touches physiques qui sont malheureusement mal placées, mais on va pas y revenir. Qu'est-ce qui est disponible? On a la possibilité de faire un play-pause en appuyant 2 fois, et on a aussi la possibilité de changer de volume. Donc,
À droite, ça va être pour l'augmenter, et à gauche, je fais par rapport à mon retour caméra, à gauche pour le descendre. Donc c'est une petite chose à prendre en compte. Ce qui fait que, ce qui est dommage, c'est que ça reste assez simple. Les deux touches pour le play pause, c'est pas fou. Ce que je préfère personnellement, c'est quand on reste appuyé pour changer le volume, et juste un petit appui pour répondre aux appels ou faire le play pause. C'est en général plus sympathique que d'appuyer 2 fois. Je trouve ça moins ergonomique personnellement. Au niveau de l'autonomie, petit erratum, tout simplement parce que je me suis fié au mauvais modèle, ce qui fait qu'on est à 24 heures d'autonomie, et donc on est avec 5h30 côté d'écouteurs, et donc 24 heures en tout, ce qui est plutôt pas mal. On est dans la moyenne, sans être réellement au-dessus, donc ce qui fait que c'est plutôt sympa, et c'est une bonne évolution par rapport à ce que je pensais être les E7 900, qui sont des produits anciens, un petit peu plus anciens, et qui, eux, avaient moins d'autonomie. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, ça se défend bien, c'est tout à fait correct. Pour la qualité sonore, ici, donc on se retrouve avec une signature qui, pour faire simple, va être vraiment basseuse. On est clairement déjà sur un produit qui va être de ce type, hein. On est sur un artiste qui est donc dans l'électro, donc forcément on va avoir ce type-là. Et ils me font d'ailleurs beaucoup penser au Audio-Technica que j'ai testé il y a déjà quelques temps. Ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose d'assez similaire, avec une basse très proéminente, des médiums bien en retrait et des aigus qui ressortent un tout petit peu. On a vraiment cette idée-là. Les Audio-Technica étaient même encore pires en termes de basse, donc ici je dirais que c'est un petit peu mieux. Pour certains, ça va faire un peu moins basseux, néanmoins ça reste très basseux. Ce qui fait que j'ai testé sur plusieurs styles, donc ce qui fait qu'en gros, j'ai ma petite musique, ma petite playlist, ce qui fait que ça me permet de comparer justement, et pour vous faire un retour rapide par rapport à ça, ce qui sera peut-être un petit peu plus parlant. Donc, j'ai pu tester sur Alles Fresser de Lindemann, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'album solo du chanteur de Rammstein, et donc ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose, une dynamique qui est plutôt correcte, mais la voix de Till qui est trop chargée en basse, qui manque d'aigus, qui manque de présence, donc on a un côté un peu voilé et un peu distant. Donc ça c'est une première chose. Après globalement ça passe bien, et on n'a pas ce côté artificiel qu'on peut retrouver, mais au contraire on ressent un peu ce manque d'aigus qui manque pour avoir le côté un peu plus détaillé et un petit peu plus de présence, un peu plus de clarté, ce qui est un peu dommage. J'aime bien aussi tout ce qui est dub, donc par exemple Times for Space de Emancipator, ici clairement on a besoin de quelque chose qui soit assez équilibré en termes de son pour avoir quelque chose d'agréable. Ici encore une fois ça manque d'aigus et on a une basse qui est extrêmement proéminente, donc la basse qui doit être tout en douceur et en discrétion en arrière-plan, ici se retrouve carrément au premier plan et va un peu effacer tout le reste et ne va pas donner cette harmonie qu'on cherche sur cette musique-là. Sur la mer des possibilités de le matos, pareil, on a quelque chose qui en général, c'est bien d'avoir quelque chose d'équilibré, on est sur quelque chose d'électro, mais c'est bien d'avoir quelque chose d'équilibré, pareil, la basse est extrêmement proéminente, donc comme c'est un petit peu calme comme morceau, là les basses sont trop présentes et on a un côté trop boomy, encore une fois. C'est le truc qui ressort beaucoup. Sur History of Violence de Theory of a Dead Man, très très bon morceau au passage. Ici, c'est... alors ce qui est bien, c'est qu'on a toujours pas ce côté artificiel, on est sur du hard rock, metal, et par contre, on a une bonne présence au niveau du chanteur comme Lindemann, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui reste bien intelligible, mais qui manque un peu de clarté. Bonjour le chat. Le gros problème qu'il y a derrière, c'est que ça manque réellement d'aigus, parce qu'il y a certains instruments qui sont jolis à avoir, qui sont présents, et qui, pour le coup, on n'en profite pas du tout, puisqu'ils sont beaucoup trop en retrait. Donc c'est un peu dommage dessus, et encore une fois, en fait, on a ce manque de musicalité qui montre ce côté très calibré sur de l'électro, de la house, quelque chose d'un peu punchy, du rap, etc. D'ailleurs, je vais y venir un peu plus tard. Sur Kells, l'heure que le temps va figer, on est censé avoir une voix qui est censée être justement bien présente, bien claire, plutôt dans les aigus, et aussi on se retrouve avec quelque chose qui au contraire manque, encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de naturel, c'est trop peu chargé en aigu. Au-delà du fait que ce soit trop chargé côté grave, en fait, c'est surtout que ça manque réellement d'aigus, ça manque réellement d'équilibre, comme s'il y avait vraiment un gros creux dans les médiums et que les aigus étant pas assez présents, ça ne remonte rien. Bonjour le chat. Le Gravity, pareil, il nous faut quelque chose qui soit plutôt équilibré, voire linéaire pour en profiter, le Low Gravity de Hugo Kant, et encore une fois, les basses sont beaucoup trop présentes. D'ailleurs, c'est surtout la sous-basse, le côté infrabasse, qui fait vraiment une très grosse basse, très proéminente, très invasive, qui, encore une fois, c'est pas terrible. On a Rêve Bizarre, que j'aime beaucoup citer avec Orelsan. Alors forcément, quand on a ce manque d'aigus au do médium, la voix d'Orelsan n'est jamais agressive, elle est même plutôt douce, ce qui est assez rare, parce qu'il a vraiment pas une voix douce.
Damso, la voix de Damso est pour le coup un peu plus intelligible que celle de Lindemann, qui est pourtant une voix très grave, et ce qui fait que c'est quand même intelligible dans tous les cas, mais on a toujours ce côté un peu... Bah là pour le coup ça passe plutôt bien, parce qu'on a ce côté assez doux au niveau des voix, mais intelligible, cette grosse basse bien présente qui va être là pour le punchy, et on peut bien se mettre dedans. Pour finir un petit peu, on a trop de kicker ça avec une énorme basse bien violente, pareil ça passe très bien tout en ayant une voix très intelligible. Donc en gros clairement, pour faire simple, on est vraiment sur un son qui est ultra calibré. On est sur un son qui est calibré pour de l'électro, pour de la musique ultra fun, pour un côté un petit peu... J'ai pas vraiment d'autres mots parce que c'est clairement quelque chose qui ressort. On avait un peu ce côté-là avec Audio-Technica, mais on avait un petit peu plus d'aigus qui ressortaient, et on avait quelque chose d'un peu particulier. Ici, on a quelque chose de similaire, mais le manque d'aigus est présent aussi. C'est dommage que j'ai plus les Audio-Technica, mais j'aurais bien aimé comparer pour voir la différence et me faire une idée. Au niveau de la scène, on est sur quelque chose de correct sans plus, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Au niveau de l'isolation, pareil, c'est plutôt pas mal, ça se défend plutôt bien. Après, pour du true wireless, en tout cas, c'est correct, sans être, encore une fois, extraordinaire par rapport à ce que je peux connaître. Bien évidemment, il n'y a pas de réduction de bruit, donc ce sera, dans les transports, on aura quand même, autour, on entendra quand même. Quoique la basse va pouvoir quand même pas mal masquer de bruit, puisqu'elle est vraiment très proéminente. Et au niveau des détails, on est sur quelque chose de tout à fait correct. Encore une fois, le SBC et AAC sont largement suffisants, et après, c'est plus le driver et les signatures qui fait qu'on n'a pas vraiment de détails. Pour conclure, que peut-on penser de ces intras True Wireless Kigo E7000? Eh bien, ce sont des intras qui sont plutôt pas mal sur divers points. On a tout d'abord un son qui est plutôt sympa, même s'il est ultra calibré, dans le sens où vous serez forcément sur quelque chose qui sera typé électro, R&B, rap, voilà, quelque chose qui est un peu punchy, un peu fun, et dont la signature sonore est souvent très engagée. Si vous voulez avoir quelque chose qui est un peu plus équilibré, c'est clairement pas sur cela qu'il faudra aller, ce qui fait que pour du classique ou des choses un petit peu plus raffinées en termes de style de musique, on va dire, eh bien ce sera pas forcément le bon choix. Ça reste plutôt pas mal. En soi, que dire de plus? Au niveau de l'autonomie, donc on est sur quelque chose qui est tout à fait correct, comme je l'ai dit, dans la partie fonction, en erratum, et ce qui fait que on est sur une bonne moyenne. Après, on a tendance à avoir aujourd'hui des intras qui sont plus dans les 7-8 heures, donc ça reste un peu en dessous de la concurrence, mais ça reste correct, c'est un peu au-dessus de ce qu'on pouvait proposer les E7-900. Avec 3h30, c'était vraiment pas terrible. Ici, on est à 5h30, ce qui est un peu mieux. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même mieux. Après, ce qui est vraiment dommage, en fait, au final, dans ces intras, c'est surtout le côté, ici, en fait, les petits boutons pour pouvoir faire les manipulations. Et ce qui fait que c'est pas terrible, c'est vraiment pas ergonomique, c'est assez désagréable pour les oreilles. Donc, c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire quand même un petit peu d'effort, je pense, là-dessus, et avoir quelque chose de tactile, surtout qu'aujourd'hui, tout le monde s'y met. Et, ils sont assez récents, donc c'est un petit peu incompréhensible, surtout que aujourd'hui la concurrence montre un petit peu tous les défauts qu'il peut y avoir sur le côté un peu non tactile, à devoir appuyer, que ça s'enfonce dans l'oreille. Donc c'est assez étrange comme choix. Ce qui est plutôt bien, c'est pour le côté un peu sportif, on a des ailettes qui permettent d'avoir un bon maintien, on a un bon confort global, et on a quelque chose qui est plutôt sympa, ce qui fait que c'est compact, ça prend pas trop de place dans l'oreille, et ça tient plutôt bien, donc pas grand chose à dire dessus, c'est tout à fait correct. Globalement même, je dirais que c'est plutôt sympa, ça va vraiment dans le sens où j'ai aussi le casque en même temps en test, le A11 800 si je dis pas de bêtises, qui est un peu dans le même style, un peu différent, mais avec ce côté très engagé, très fun, et en fait ça va même plutôt bien avec le style de Kigo, tout simplement. Si vous écoutez les musiques de Kigo et que vous achetez les écouteurs de la même marque, forcément ça va bien se marier, on sent vraiment qu'il y a un réglage qui est fait par rapport à sa musique, où vraiment on sent que ça fait plutôt naturel, c'est très pour le coup c'est très bien fait, mais justement en fait c'est le côté très très calibré. Après, à vous de voir, ce sont globalement des intras qui sont assez équilibrés. Ce qui est le plus étonnant au final, pour reprendre un petit peu la partie fonctionnalité, c'est que à 140 €, on se retrouve quand même avec une puce sans aptX. Et c'est plutôt rare, hein, surtout quand on commence à dépasser les 100 €, c'est souvent Qualcomm qui est présent, et donc l'aptX est souvent présent. Ce qui fait que c'est pas grave, comme je l'ai dit, hein, on perd pas grand chose, surtout que les drivers en général dans cette gamme de prix n'est pas forcément très intéressant, mais au-delà de ça, ça montre aussi qu'on a autre chose, et le AAC, le SBC est largement suffisant. Mais ça reste étonnant à ce prix-là. En tout cas, globalement, ils sont assez sympathiques. Je remercie le Café du Geek de m'avoir permis de les tester. Et on se dit donc à bientôt pour un prochain test, et notamment le test du casque sur la chaîne. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et si vous voulez rejoindre le Discord, vous avez tout dans la description. Si vous voulez me soutenir, vous avez dans la description aussi. Et merci à vous et à bientôt pour ce test du casque qui arrivera peu après.